Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. C'est du terrorisme, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et je suis absolument contre ces activités. Absolument contre les actes de terrorisme, et pourtant son nom est régulièrement mêlé dans cette décennie 80 aux nombreux attentats et attaques perpétrés par des mouvements radicaux à travers le monde. Le dernier en date où il se retrouve directement mis en cause est celui exécuté par l'un des groupes les plus violents qu'il soutient et à qui il a même donné un terrain d'entraînement sur son territoire. Celui d'Abu Nidal qui a fait sauter une bombe dans une discothèque berlinoise fréquentée essentiellement par des Américains. Bilan, 2 djihadistes tués et une Turque. Plus de 260 blessés. Une énième offense que Ronald Reagan, le président américain qui a promis de le renverser, ne compte pas laisser impunie. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Muammar Kadhafi. En ce milieu de la décennie 80, le climat entre les États-Unis d'Amérique et la Libye n'est pas des plus chaleureux. Ronald Reagan en a plus qu'assez des actions et des menaces terroristes du leader libyen qui a annoncé que tout ce qui est américain devient une cible pour ses révolutionnaires. À l'embargo total, il a répliqué avec autant de violence et évoque aussi sa réaction immédiate contre l'île de Lampedusa. Nous avons bombardé le sud de l'Italie, l'île de Lampedusa, afin de détruire les stations radar appartenant à la 6e flotte américaine. Mais pour cela, j'ai reçu de nombreux messages de soutien de la part de chefs d'État étrangers et amis. Reagan est un vieillard et s'il a assassiné nos enfants en croyant qu'on va répondre à cela et s'abaisser à son niveau, et même ses paroles déplacées prononcées à notre égard font que je suis à la recherche d'un mauvais comédien comme lui afin de lui répondre. Quant à moi, Muammar Kadhafi, l'arabe, mon éducation, ma morale et mes propres valeurs m'interdisent de m'abaisser au niveau d'un Reagan qui est arrivé hier et qui partira demain. Après l'attentat contre la discothèque de Berlin, les États-Unis, qui ont intercepté, mais c'est à prendre au conditionnel, des messages de félicitations du guide aux terroristes, ont décidé de lui donner une belle correction. 14 avril 1986. Des avions d'assaut américains décollent en cascade de nuit d'une base anglaise. Direction Tripoli. Ils évitent soigneusement de survoler l'espace aérien des pays alliés qui ont choisi de ne pas participer à cette opération. Ils ont même carrément refusé d'y être mêlés. La France, l'Espagne et l'Italie ont refusé sur ce coup le survol de leur territoire. Seul le Premier ministre Margaret Thatcher a accepté de leur apporter son appui. Certainement en remerciement de l'aide fournie par Washington lors de la guerre des Malouines. Mais avec le refus des autres alliés de laisser passer dans leur espace aérien, les avions sont obligés de faire un grand détour qui rallonge leur trajet de plus de 2000 km. Ces avions, qui ont été rejoints par d'autres parties d'un porte-avions américain au large du golfe de Sirte, fondent simultanément à 2h du matin sur Tripoli et Benghazi. Ils sont 49 aéronefs. Ils ont pour mission de détruire des bases militaires, des baraquements, des terrains d'entraînement pour terroristes présumés, des terrains d'aviation, des batteries anti-aériennes, mais surtout, la résidence de Muammar Kadhafi où il vit avec sa famille. L'opération est baptisée Eldorado Canyon. Le raid va durer 15 minutes. 15 minutes avec un bilan particulièrement lourd. 15 victimes parmi lesquelles la fille adoptive du guide. Et au moins une centaine de blessés. Les forces assaillantes ont perdu 2 pilotes. Muammar Kadhafi, lui, s'en sort indemne. Le refus du survol de son ciel par la France lui a donné le temps de se mettre à l'abri. Il a profité des 2 heures de plus que ce refus de survol a entraîné pour s'échapper. Il remerciera d'ailleurs en privé les autorités françaises de l'époque de lui avoir sauvé la peau. Il a réussi à se sauver juste à temps. Sa fille adoptive Anna, âgée de 15 mois, n'y a pas survécu. Aujourd'hui, nous avons fait ce que nous avions à faire. Si nécessaire, nous recommencerons.
Malgré nos avertissements répétés, Kadhafi a poursuivi son imprudente politique d'intimidation, sa stratégie de la terreur. Il comptait sur la passivité de l'Amérique. Il a mal compté. Lorsque Kadhafi apprend que Londres a mis ses bases à disposition pour cette mission, il intensifie son soutien à l'armée républicaine irlandaise, l'IRA. À Tripoli, dans un premier temps, après cette attaque américaine, c'est la panique à laquelle succède la colère. Les médias fustigent le plus grand terroriste de la planète, pour reprendre les termes de Muammar Kadhafi lui-même. Ils invitent les populations à se lever pour aller en croisade contre l'impérialiste américain. Écoutez, peuple de la nation arabe, l'Amérique, avec son alliance atlantique, a entrepris son agression sauvage contre la Jamaïria. Avec cet acte criminel, elle vise l'âme de la nation arabe tout entière. Frères arabes, déclarez-leur une guerre sans merci. Place à votre bravoure ancestrale. Jacques Chirac, le Premier ministre français. L'intervention américaine qui a eu lieu cette nuit contre la Libye a été décidée par le gouvernement américain. Informée des intentions du gouvernement des États-Unis, la France a refusé le survol de son territoire par les appareils américains. Elle déplore que l'escalade intolérable, inadmissible, du terrorisme est conduite à une action de représailles qui relance elle-même l'enchaînement de la violence. Après cet épisode sanglant, le guide se mure dans le silence. On ne le reverra que 3 jours après les bombardements. Il fait une apparition très théâtrale à la télévision. En fait, il rend visite aux victimes du raid américain. Puis, va suivre une longue période de silence où il change régulièrement de résidence. Il a peur pour sa vie. La propagande américaine le donne pour fini. Et pourtant Kadhafi, grâce à cet épisode, à ces bombes larguées sur son territoire et sur sa maison, sort renforcé auprès de son peuple. Les Libyens se saoulent autour de celui que les Américains ont voulu renverser. Même si le guide est plus prudent, plus nerveux, il veut se servir de cette attaque pour renforcer son leadership, son écoute auprès des nations du Sud. Il est très économiquement affaibli à la fois par la baisse de sa production pétrolière, mais également par l'embargo qui touche son pays. C'est le moment de la détente pour lui. Il vaut mieux devant l'adversité qui devient plus forte, s'attirer les faveurs du peuple. Le socialisme tel que prôné au début de sa révolution va connaître quelques réajustements. L'initiative privée jusque-là bannie est à nouveau encouragée. Cela permet à l'État, qui n'a plus vraiment les moyens d'entretenir ses centaines de milliers de fonctionnaires, de respirer un peu. Les finances sont très mauvaises. 21 décembre 1988, 18h30. Le vol 103 de la Paname décolle de l'aéroport de Londres Heathrow. À 19h01 GMT, l'avion commence à se désintégrer au-dessus de la ville de Lockerbie en Écosse. Une partie de l'avion, comprenant un gros morceau du fuselage, une aile et 2 réacteurs, s'écrase sur plusieurs maisons et tue 11 habitants de Lockerbie. Les passagers, 259, ont tous péri. J'étais chez moi, dans la salle à manger. J'ai entendu ce bruit, j'ai cru que le vent soufflait davantage, et puis qu'il y avait peut-être du tonnerre, mais après, je sais pas, 1 minute, je me suis rendu compte qu'un avion s'était écrasé quelque part dans le voisinage. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai ma belle-sœur qui habite à côté là. Je m'étais rendu compte que c'était tout près d'ici. Alors on a téléphoné tout de suite pour savoir si elle et les gosses étaient sains et saufs. Heureusement, elle était un peu affolée, mais il n'avait rien. Alors, le Boeing avait décollé de Londres après avoir recueilli 49 passagers en provenance de Francfort. Il a disparu soudainement des écrans radars. Les aiguilleurs du ciel anglais n'ont entendu aucun message ou même début de message de détresse des pilotes et l'avion a explosé en vol. Sur place, bien sûr, l'enquête a commencé, d'autant que les pompiers ont retrouvé en fin de matinée les 2 boîtes noires du Jumbo Jet. En ligne, Bertrand Vanier. La clé de la tragédie se trouve sans doute dans ces boîtes. Cependant, près de 24 heures après la tragédie, plusieurs faits concordants soutiennent d'ores et déjà la thèse du sabotage. L'éparpillement des débris confirme que l'avion a bien explosé en vol.
Certains morceaux du Boeing ont été retrouvés à 120 km de Lockerbie. Près de la moitié des passagers du Boeing étaient en effet des militaires américains qui rentraient au pays pour les fêtes de fin d'année. L'avion devait atterrir quelques heures plus tard à New York. Beaucoup de familles ont appris la nouvelle alors qu'elles attendaient déjà à Kennedy Airport, où on a assisté à de véritables scènes de crise de nerfs et de désespoir. En ligne, Jean-Luc S. Il y a eu des scènes poignantes cette nuit à Kennedy Airport où le Boeing de la Paname était censé se poser. D'autant plus poignantes que certains parents venus accueillir leurs enfants, notamment un groupe d'étudiants de retour de Londres, n'avaient pas été prévenus de la catastrophe. La compagnie aérienne n'a toujours pas publié la liste complète des passagers et pour certaines familles, l'angoisse est insupportable. Pour celles, bien sûr, qui ne savent pas encore si un fils, une fille ou un mari était à bord. Téhéran a démenti toute responsabilité dans la tragédie, mais les experts américains vont flairer toutes les pistes, notamment celles qui déjà portent la griffe d'Abu Nidal. D'après CBS, en effet, le terroriste palestinien aurait pu mettre sur pied toute l'opération. L'enquête mène en premier lieu vers un homme à Helsinki qui a menacé de faire exploser le vol de la Paname. Il s'avère que c'est une mauvaise blague, une blague douteuse. Un autre homme est soupçonné pour avoir raté l'avion alors que ses bagages avaient continué le voyage. Mais il est ensuite innocenté. Au début, la CIA soupçonne le groupe pro-Palestine FPLP-CG d'être le commanditaire de l'attentat. Les Allemands, à la suite de l'opération Feuille d'automne, arrêtent 17 suspects en possession de détonateurs altimètres et de plastique. Mais 2 membres du groupe s'échappent d'Allemagne avec une bombe. L'enquête risque d'être longue, très longue. Pendant ce temps, Muammar Kadhafi de son côté semble s'assagir. Il offre un visage plus paisible, plus pacifique. Et pour briser son isolement, le militant de la fusion arabe revoit ses prétentions à la baisse et accepte de faire partie de l'Union du monde arabe, créée le 17 février 1989 au Maroc. C'est aussi l'occasion du rapprochement entre le président Moubarak d'Égypte et le guide libyen. L'accolade donnée par le colonel Kadhafi au président Moubarak a été largement soulignée par les médias du Caire. Cette accolade a été donnée par le chef de la Jamaïria libyenne au Raïs sans que celui-ci ne se soit plié aux conditions préalables posées par Tripoli, à savoir l'abrogation du traité de paix avec Israël. Ceci pour le côté symbolique. Côté pratique, il y a quelques progrès. C'est la première vraie rencontre entre le président Moubarak et le colonel Kadhafi. En effet, l'Égypte et la Libye étaient à couteau tiré bien avant l'accession de M. Moubarak au pouvoir en 81. Par ailleurs, certains progrès avaient été enregistrés avant même la tenue du sommet. Le Caire et Tripoli étaient parvenus à un accord pour l'indemnisation des travailleurs égyptiens expulsés de Libye et les 2 pays ont réciproquement ouvert leur espace aérien au vol de la Libyan Airways et d'Egyptair. Il reste donc maintenant à traduire dans les faits le réchauffement enregistré à Casablanca. La presse égyptienne parle même d'une rencontre Moubarak-Kadhafi. Toutefois, il faut rester prudent car le contentieux égypto-libyen est très lourd et il faudra beaucoup de patience et de bonne volonté pour le dépasser. Le guide libyen est manifestement dans une démarche de séduction dans cette période d'isolement de la fin de la décennie 80, puisqu'il va même esquisser un rapprochement vis-à-vis du Tchad, qu'il a toujours tenté de déstabiliser. Le 31 août 1989, il signe avec la France un accord qui met fin à la guerre dans ce pays et reconnaît le régime d'Hissène Habré, qui reste malgré tout sceptique. Il semble qu'il aurait dit qu'il est disposé à renouer des relations diplomatiques avec le Tchad, en somme à tourner une page. S'il est vérifié que cette déclaration est exacte, nous pensons que c'est quelque chose de positif. Pour sa part, le Tchad a toujours cherché à ce que la guerre cesse entre les 2 pays, que les 2 pays puissent inaugurer une ère de relations, de bon voisinage et pourquoi pas de coopération. Ceci dit, convenez que Kadhafi nous a habitués à ce genre de déclarations contradictoires, d'autant plus que dans la même déclaration, il semble qu'il n'a pas su, une fois de plus, éviter d'interférer dans nos affaires intérieures. Et sur ce point, nous ne permettons ni à Kadhafi, ni à personne d'autre de se mêler des affaires du Tchad. Pendant ce temps, les investigations sur l'attentat contre le vol 103 de la Paname avancent. Au bout de 3 mois d'enquête, 90% des débris de l'avion sont retrouvés. Après identification des détonateurs, le FPLP-CG, le mouvement terroriste palestinien, est disculpé de cet attentat.
un des 22 minuteurs de la marque suisse Mebo, vendu à la Libye, a été retrouvé sur le lieu du crash. Les enquêteurs font le rapprochement entre l'attentat de Lockerbie et l'attaque sur Tripoli en 1986 qu'avait lancé le président Ronald Reagan, qui aurait tué Anna Kadhafi, la fille adoptive de Muammar Kadhafi. Mais jusque-là, rien de palpable n'est trouvé. On commence à chercher du côté de Tripoli, qui sur ce coup affiche une certaine sérénité. Mais en cette fin 1989, c'est une autre tragédie particulièrement sanglante qui va frapper les esprits de toute la communauté internationale. Un autre attentat dans un avion français cette fois-ci, mais en provenance d'un pays africain. Il arrivait de Brazzaville et devait rallier la capitale congolaise à Paris. En quoi Muammar Kadhafi est-il concerné par ce nouvel attentat qui, cette fois-ci, ne vise pas directement une cible américaine? C'est qu'a priori, dans cet avion, devait y avoir l'actuel président libyen. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale Kadhafi, la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Les moments qui vont suivre s'annoncent particulièrement mouvementés. Mais tout de suite, le jeu Coffret Archives d'Afrique. Archives d'Afrique. Le jeu. Voici venu le moment que beaucoup d'entre vous attendent. Le jeu Archives d'Afrique qui vous permet chaque semaine de gagner les coffrets Les leaders africains du XXe siècle, volume 2. Un opus de 20 CD avec 13 personnages qui ont marqué l'Afrique le siècle dernier. Vous êtes de plus en plus nombreux, des milliers sur notre page Facebook, à participer à cet exercice qui consiste à reconnaître l'auteur de la phrase qui vous est proposée à la fin de l'émission. La semaine dernière, il fallait identifier l'auteur de ces propos. Si elle est proclamée aujourd'hui dans l'attente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Vous êtes nombreux, très nombreux à l'avoir reconnu, puisqu'il s'agissait de Patrice Emery Lumumba, le premier ministre congolais, assassiné seulement 1 an après l'accession de son pays à l'indépendance. Les 10 premiers à avoir donné la bonne réponse sur notre page Facebook Archives d'Afrique RFI et sur notre répondeur téléphonique dédié sont Axel Armand Aoulou Yeyi, à Québec, au Canada, Oumarou Wagé à Nouakchott, en Mauritanie, Louis-Serge Kwame à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Serge Kaboré à Waïgouya, au Burkina Faso, Aïdara Aboudraman à Villeneuve-Saint-Georges, en France, Kwame Kofi à Bingerville, en Côte d'Ivoire, Madame Yassé Sangaré, épouse Henner, à Bamako, au Mali, Lalandir à Dakar, au Sénégal, Nato Mensa John Silvano à Cotonou, au Bénin, et Rougiatou Diallo à Conakry, en Guinée. Voilà pour les gagnants de la semaine qui recevront à leur adresse postale leur coffret Archives d'Afrique, les leaders africains du XXe siècle, volume 2. Cette semaine, c'est peut-être à votre tour de gagner ce merveilleux cadeau, en reconnaissant vous aussi l'auteur de cette phrase. Je trouverai la couronne devant le trône et je la prendrai, je la mettrai sur la tête. Vous serez l'homme qui couronne l'empereur. Exactement. D'ailleurs, vous vous couronnerez vous-même. Exactement. Et l'impératrice. C'est vous-même. Alors, c'est moi qui devra la couronner. Qui est ce grand personnage, ce personnage un peu particulier de l'histoire contemporaine de l'Afrique? Tout de suite, à vos ordinateurs. Les 5 premières bonnes réponses sur notre page Facebook Archives d'Afrique RFI et les 5 premières bonnes réponses sur notre répondeur au 0033 1 56 40 33 32, 0033 1 56 40 33 32 recevront chez elles les coffrets Les leaders africains du XXe siècle, volume 2. Je rappelle bien sûr qu'il faut, en plus de la réponse, nous préciser votre nom et l'adresse postale précise à laquelle nous ferons parvenir votre coffret dédicacé. Nous laissez également votre numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre. À vos téléphones et à vos ordinateurs. Et n'oubliez pas que vous avez également la possibilité de réécouter l'émission sur le site de RFI et de continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook RFI. Je mentionne à chaque fois ce détail Archives d'Afrique RFI parce qu'il existe une autre page créée par un fidèle auditeur sur laquelle vous ne pourrez malheureusement pas gagner le coffret et sur laquelle nous ne pouvons partager ou échanger. Voilà. Archives d'Afrique, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous poursuivons la conversation sur cet autre espace en vous donnant rendez-vous sur l'antenne pour la suite la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous souhaitons un bon week-end à l'écoute des programmes de RFI. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Ce magazine vous a été proposé par le groupe NCA, Assurance et Banque, présent dans 11 pays d'Afrique subsaharienne.